avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. que vous 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 avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre Ivoire TV, comme c'est l'habitude de le dire, qui vous apporte des informations tous azimuts. 31 mars 2021. C'est une date qui restera gravée dans nos mémoires, bien sûr pour le contentement ou le mécontentement des Ivoiriens. Ce soir, c'est de cela que nous allons parler. L'acquittement total de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ex-ministre Charles Blé Goudé. Mais la question qu'on se pose ici ce soir, et après, ils sont acquittés. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est dans ce sens-là que nous recevons aujourd'hui, ce soir, bien sûr, M. Yves Aipo, qui est pro-Gbagbo. M. Yves Aipo vit en Australie. M. Yves Aipo, je dirais, chez vous là-bas, c'est bonjour. Bonjour, M. Yves Aipo. Il est 6h, 7h du matin en Australie. Bonjour. Bonjour, M. Kwasi. Oui, en effet, il est 6h du matin et tout va bien. Merci de m'inviter. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Ce sont des émissions qui permettent aux Ivoiriens d'échanger sur les choses qui nous concernent. Donc, pour moi, c'est toujours un plaisir d'apporter ma pierre à l'édifice dans la construction du débat démocratique en Côte d'Ivoire. Merci bien, M. Yves Aipo. Tout le plaisir est partagé. M. Kokora Nzi, vous êtes porte-parole du RHDP section États-Unis. M. Kokora Nzi, comme je le disais tout à l'heure, au risque de me répéter, vous vivez ici aux États-Unis. Bonsoir, M. Kokora, ou bien chez vous, je crois que c'est le jour aussi. Bonjour. Quelle heure fait-il chez vous? Oh, il est aussi 21h, c'est le soir. Donc, voilà. Donc, bonsoir à vous et bonsoir à la direction donc, de Ivoire TV, que je suis heureux donc, de retrouver après quelques mois. C'est toujours un plaisir aussi d'être sur votre plateau, de partager donc, ma petite expérience donc, politique pour faire bénéficier donc, à mon pays cette petite expérience. Et c'est encore une joie de renouveler de me retrouver devant vous. Et saluer aussi vos éditeurs donc, qui sont nombreux à nous suivre. Et je souhaite que nous puissions avoir un débat donc, entre frères, un débat donc, qui contribue donc, à la paix dans notre pays, la paix qui est en construction depuis 2011. Et je suis heureux vraiment d'être sur votre plateau et je suis sensible à cette marque de considération qui veut que chaque fois qu'il y a un débat aussi sensible, un sujet aussi sensible, vous souhaitez avoir mon avis sur la question. Et je vous en remercie et vous félicite pour le travail que vous faites. Merci. Alors, le plaisir est partagé, M. Kokora. M. Yves Aipo, comme je le disais tout à l'heure, le 31 mars, c'est une date qui restera gravée comme une encre indélébile dans nos mémoires, au contentement ou au mécontentement des Ivoiriens et surtout de toute l'Afrique. Alors, M. Yves Aipo, est-ce qu'on pourrait déjà vous arracher vos premiers sentiments par rapport à cette date, 31 mars, acquittement total
de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ex-ministre Charles Blé Goudé. Vos premiers sentiments? Ce sont des sentiments de joie extrême qui nous habitent. Ce n'est pas Yves Aïko seulement, mais c'est une très grande partie de la frange, une grande frange des Ivoiriens qui est donc émue parce que la libération du président Laurent Gbagbo représente une victoire contre le système qu'il a envoyé dans les géoles de la CPI, la Cour pénale internationale. La libération du président Laurent Gbagbo marque le commencement de la fin d'un système. Parce que quand je dis le commencement de la fin, c'est un petit oxymore pour exprimer que le néocolonialisme fait des dégâts partout en Afrique. Et c'est ce néocolonialisme qui a envoyé le président Laurent Gbagbo en prison. Et nous, les Africains, nous avons commencé la marche contre le néocolonialisme et la libération du président Laurent Gbagbo, effectivement, déclenche un processus de fin du néocolonialisme. Donc, sachez que nous sommes très heureux de voir les fils du pays être finalement jugés, acquittés et relaxés. C'est un sentiment de joie. Voilà ce que je peux dire pour être très court sur ce sujet. Monsieur Kokora, rebondissez un peu sur cet aspect de sentiment au niveau du RHDP. Vous, en tant que cadre du RHDP, quels sont les sentiments qui vous animent par rapport à cet acquittement? Oh, d'abord, je dois dire que je comprends. D'abord, nous avons pris acte de la décision de la Cour pénale internationale parce que c'est au nom du respect du droit que lorsque vous allez à un procès, il y a deux possibilités. Soit vous gagnez ou vous perdez. Et c'est ça aussi la construction de l'état des droits. Les lampions donc sont éteints sur le procès de M. Laurent Gbagbo et de M. Blé Goudé au niveau de la CPI. Nous avons pris acte et note donc de cette décision. Mais au-delà, je comprends la joie immense donc de nos frères et de M. Gbagbo lui-même et de ses partisans. Mais ce que je note, c'est que c'est la célébration donc de la construction de l'état des droits, qui veut que lorsque on reproche donc des faits à des individus, qu'on leur donne la possibilité de pouvoir se défendre devant une cour totalement indépendante. C'est ce qu'il faut noter. Et l'état des droits, ce n'est pas l'absence donc de justice, mais l'état des droits, c'est l'absence d'exécution extrajudiciaire. Et ce qui m'a réjoui le plus, c'est cette volonté de M. Ouattara donc, de voir la vérité éclater. Vous vous souvenez que le 11 avril 2011, M. Laurent Gbagbo et tous ses partisans avaient été pour la plupart arrêtés après donc, une guerre atroce qui a fait beaucoup de dégâts humains et matériels. M. Laurent Gbagbo donc, a été arrêté et amené au Golfe. Ses droits lui ont été garantis, sa vie a été donc épargnée. Mais lorsque nous faisons un regard rétrospectif, j'ai un peu d'amertume et de désarroi. Parce que j'aurais vraiment souhaité et aimé que la chance que M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé ont eue d'être devant un procès et de s'exprimer, au cours donc duquel leurs droits ont été totalement respectés, et alors que beaucoup d'Ivoiriens de 2000 à 2011 n'ont pas eu cette possibilité. Et je voudrais donc que nous puissions avoir donc une pensée pour ces personnes. Vous vous rappelez donc de personnalités importantes dans notre pays, telles que le général Oubégué et toute sa famille, avaient été arrêtés dans les mêmes conditions, mais nos amis qui étaient au pouvoir ne lui ont pas donné la chance donc de s'exprimer devant un tribunal
et que si d'aventure il était donc innocent ou acquitté comme M. Laurent Gbagbo l'est aujourd'hui, et que ses partisans aussi soient dans la même joie que ceux du président Laurent Gbagbo aujourd'hui. Donc cela doit nous amener à noter que la vie est importante et qu'on doit respecter la vie et donner la possibilité à tous ceux qui sont accusés donc, de pouvoir s'exprimer devant une cour devant laquelle les droits sont garantis et de manière à ce que nous puissions construire l'état de droit qui veut qu'on interdit les exécutions extrajudiciaires. Donc voilà un peu le sentiment que j'ai eu et je voudrais vous remercier de m'avoir posé cette question. Alors, monsieur Aipo, pourrait-on aujourd'hui parler de la répercussion du verdict sur le paysage politique et en Côte d'Ivoire? Merci. Écoutez, M. Kokora, il raconte toujours des choses qui n'ont ni tête ni queue, ni tête. Il parle de chance que le président Laurent Gbagbo et donc la refondation qui était au pouvoir entre 2000 et 2010 n'a pas donné à certaines autorités telles que Robert Gueye. C'est un mensonge parce qu'ils disent ça depuis plusieurs années sans le prouver. Ils ont arrêté deux ou trois militaires qu'ils ont fait juger et qu'ils ont forcé à dire des choses pour pouvoir leur trouver motif à aller en prison. Et c'est ça qu'ils se promènent aujourd'hui. Je voudrais vous dire, chers amis du RDR, que vous êtes très mal placés pour parler d'exécution sommaire. Parce que la rébellion n'a pas fait un mort. Cette rébellion a fait des centaines de morts. Et vous avez travaillé et vous travaillez avec les rebelles. Il y a des rebelles que vous avez nommés préfets militaires. À l'heure où je vous parle, ils sont dans l'administration ivoirienne. Donc, quand vous aujourd'hui, vous parlez d'exécution sommaire, moi, ça me fait rigoler. Parce que ce n'est pas Laurent Gbagbo qui a tué 1000 personnes à Diokwe. C'est pour l'accession au pouvoir de Ouattara que 1000 personnes sont mortes à Diokwe. Ce n'est pas moi qui ai attaqué le camp de Naïbli. Ce sont les hommes de Ouattara qui ont attaqué le camp de Naïbli. Et aujourd'hui, vous parlez, vous rejetez la rébellion parce que vous n'êtes plus avec Soro Guillaume. Sinon, à Marcoussi, vous étiez aux côtés de Soro Guillaume. C'est ensemble que vous avez gagné des postes de ministres. C'est vous qui avez nommé Soro Guillaume Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, après que le président Laurent Gbagbo l'ait nommé ministre. Vous auriez pu rejeter les rebelles quand vous êtes arrivé au pouvoir. Mais vous leur avez donné des postes de ministres. Vous avez applaudi, vous n'avez jamais condamné la rébellion. Vous étiez au Golf Hotel avec les rebelles. Donc, quand on parle de milliers et de milliers et de milliers de morts en Côte d'Ivoire, vous devez fermer la bouche. Mais c'est vous qui accusez. Donc, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Ça, c'est un. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que la libération du président Laurent Gbagbo aura un impact dans le jeu politique? Je voudrais vous dire que, vous savez, nous sommes en pleine dictature. Et la dictature se fout de la libération des grands hommes tels que le président Laurent Gbagbo. La dictature s'impose par la force et la division. Vous avez vu comment la dictature Ouattara s'est battue pour que le président Laurent Gbagbo reste dans la prison de Scheveningen. Vous avez vu lorsque la première fois, lorsque les juges de première instance ont déclaré le président Laurent Gbagbo acquitté, vous avez vu que le pouvoir Ouattara a fait un mot
pour la CPI a même délégué des juges et des avocats, pardon, pour qu'ils puissent se battre pour que Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent là-bas. Le RDR feint d'être heureux aujourd'hui que le président Laurent Gbagbo soit libéré, mais ils ne le sont pas. Je tiens à vous le dire ici. Ils sont contre la libération des Ivoiriens et c'est pourquoi c'est le pouvoir qui a le plus emprisonné depuis que la Côte d'Ivoire est Côte d'Ivoire. Vous ne me donnerez pas un pouvoir en Côte d'Ivoire depuis Houphouët-Boigny, Guéhi Robert, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo. Vous ne me donnerez pas un pouvoir qui a le plus emprisonné les Ivoiriens. Donc, le fait de voir qu'aujourd'hui, deux Ivoiriens sont libérés, ça leur donne des urticaires. Je tiens à vous le dire, pour qu'on soit au même niveau. Donc, il n'y aura pas d'impact parce que la dictature s'impose. Mais nous allons nous battre avec le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé contre cette dictature qui pense être inébranlable. Monsieur Kokora, la question que j'ai posée, c'est la répercussion du verdict sur le paysage politique ivoirien. Ok, merci. Nous parlons ici, le thème de l'émission de ce soir, c'est l'acquittement de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ex-ministre Charles Blé Goudé et après. Quel est l'impact? Avant de répondre à votre question, je voudrais donc rectifier un certain nombre de choses que mon frère Aipo a affirmées qui sont totalement inexactes. Je vais revenir sur la mort du général Robert Gueye et de toute sa famille. Il a dit que j'ai affirmé que le général Robert Gueye donc, a été assassiné. Ça, c'est un fait et que tout le monde sait. Mais nous avons en même temps, parce qu'il dit que nous faisons ces affirmations sans les prouver, mais en même temps, les Ivoiriens se souviendront que ce 19 septembre 2002, depuis 6 heures du matin, monsieur le Premier ministre Afin Guessan, Premier ministre de la Refondation, et monsieur Alain Toussaint, conseiller en communication de monsieur Laurent Gbagbo, ont accusé le général Robert Gueye sur RFI et sur les chaînes internationales que le général Robert Gueye était à la tête du coup d'État qui était en cours. Et les accusations ont continué jusqu'à 10 heures. À 13 heures, nous avons retrouvé le corps, où à la télévision, nous avons tous vu le corps donc, du général Robert Gueye sur la route donc, de la Corniche. Et M. Afi, qui affirme que le général Robert Gueye partait donc à la télévision nationale pour se proclamer nouveau président de la République donc, de Côte d'Ivoire. Et c'est dans ces conditions qu'il a été donc, abattu par les forces royalistes et parce qu'il serait tombé donc, dans une embuscade. Donc, ce sont des faits qui sont là avérés. Maintenant, si nous allons sur la déclaration de M. Afi, et que dans l'hypothèse que le général Robert Gueye partait pour se déclarer comme président, mais naturellement, l'Ivoirien lambda pourrait se poser la question intelligente de savoir qu'est-ce que sa femme avait à voir avec donc, cette déclaration du général Robert Gueye. Son aide de camp, donc, qui est tué, lui retrouvé à Sébroko, monsieur le général Robert Gueye, donc sur la route de la Corniche. Donc, ce sont des faits avérés. Et vous prenez le livre de Lida Kwasi, de la démocratie à l'épreuve de la rébellion, il dit expressis verbis que le général Robert Gueye donc, a été arrêté par les militaires à la cathédrale et Monseigneur Agré, dans son livre, lui dit que le général Robert Gueye a été pris à la cathédrale et les militaires sont partis avec lui. Et dans ce même livre, Lida Kwasi dit à la page 250, qu'il avait donné ordre à CKCK d'aller voir si M. Ouattara donc, se trouverait à la résidence de l'ambassade de l'Allemagne, de l'ambassadeur de l'Allemagne, qu'il soit neutralisé. Ce sont des faits. Alors que M. Ouattara, lorsqu'il a pris M. Gbagbo, il lui a garanti donc ses droits. Et donc, quand nos amis disent que M. Ouattara, nous sommes dans une dictature, moi, je suis surpris. Il faut que nos amis essaient de comprendre et retournent dans l'histoire. Qu'est-ce que c'est que la dictature? Parce que moi, je ne connais aucun dictateur qui arrête son adversaire après une guerre, qui le protège, qui lui donne donc tous ses droits et l'emmène là où il habite. Et on va jusqu'à lui demander ce qu'il veut manger. On lui achète donc du poisson braisé de la djeke pour qu'il se mette à l'aise. Mais imaginez-vous si, avant, dans le temps, quand Hitler arrêtait ses ennemis ou bien ses adversaires, c'est le même traitement qu'il leur donnait. Quand Idi Amin Dada arrêtait ses adversaires, c'est le même traitement qu'il leur donnait. Non. Donc, un dictateur ne peut pas arrêter quelqu'un qui lui a fait la guerre
et lui donner tous ses droits. C'est ce que nous disons. Donc, la constitution donc, de l'état de droit veut que les exécutions extrajudiciaires, lorsqu'on a arrêté des ennemis, on leur donne tous leurs droits. Et c'est ce que nous avons fait pour M. Laurent Gbagbo. Bon, sur les questions de la rébellion, c'est toujours les mêmes récitations. Pourtant, aujourd'hui, ils sont avec les rebelles. Il dit que nous travaillons avec les rebelles. Mais avant notre arrivée au pouvoir, Diom Soro était Premier ministre de qui? De Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a dit qu'il était son meilleur Premier ministre qu'il n'avait jamais eu. Donc, ce sont les mêmes récitations que vous faites, mais ça ne peut rien changer. Voilà, sur la question de l'impact, non, je sais pas. Mon temps est terminé. Si c'est oui, mais allez-y, on va donner le même temps à M. Iwaipo. Voilà, donc j'ai dit, sur l'impact de la libération de M. Laurent Gbagbo sur la situation politique, d'abord, ce qu'il faut dire, M. Laurent Gbagbo doit profiter donc, de cette libération, d'abord, premièrement, pour réconcilier sa propre famille politique, qui est aujourd'hui divisée, tout le monde le sait. Deuxièmement, utiliser donc cette opportunité qui lui est donnée de réconcilier ces deux femmes, sa femme donc légale et sa copine, Nadi Bamba, parce que tout le combat que nous voyons sur la toile ne fait pas plaisir à la Côte d'Ivoire. Bah, donc, dans ce combat de jupons, nous avons vu tellement de choses et M. Laurent Gbagbo doit saisir cette occasion pour régler ces choses, pour que la Côte d'Ivoire puisse bénéficier d'abord d'un parti politique qui soit fort, parce que le FPI, avec 8 députés, c'est parce que ce n'est pas le FPI que nous connaissons qui avait plus de 100 députés en 2000. Donc, il doit saisir cette occasion pour régler un certain nombre de choses. Et de son combat de jupons, il ne sait pas. Quelqu'un m'a dit qu'Aïpo se trouverait du côté de Mme Gbagbo. Bon, il est là, il pourra peut-être nous dire le contraire. Mais ce que nous savons, c'est que ce qui se déroule sur la toile, dans la famille politique et biologique de M. Laurent Gbagbo, c'est totalement inacceptable. Il doit saisir cette occasion donc, pour régler cette situation. Donc, merci, voilà la réponse que vous voulez donner à votre question. Monsieur Aïpo, je vous donne le même nombre de temps. Vous répondissez, vous avez 2 minutes. Est-ce que répondissez un peu sur tout ce que M. Kokora a dit tout à l'heure pendant 2 minutes? M. Kokora, il est non seulement mal informé, mais il est aussi de mauvaise foi. Vous voyez comment il va très vite sur des choses sur lesquelles moi je suis explicite. Lorsqu'il parle de la dictature de Ouattara, je ne rentre pas dedans parce que quand on parle de dictature, lui, il parle de oui, Ouattara a sauvé la vie de Gbagbo, donc comment c'est fait qu'il faut parler de dictature? Vous voyez, c'est un peu même du cinéma, c'est du théâtre. La dictature, c'est le fait de dicter sa loi. Dicter sa loi. Lorsque la Constitution dit que vous ne pouvez faire que 2 mandats, et que vous trouvez le moyen de changer cette constitution et de pouvoir faire un 3e mandat, c'est ça la dictature. Lorsque vous mettez des députés en prison au mépris des lois institutionnelles, c'est ça la dictature. Lorsque vous êtes président de la République et aussi président de votre parti et que vous cherchez à avoir un tiers du Sénat et que vous cherchez à avoir la majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir contrôler l'appareil législatif, vous contrôlez l'appareil exécutif, vous contrôlez l'appareil judiciaire. Ça, c'est de la dictature. Je vais passer très rapidement pour parler de la seule façon pour lui de justifier cette histoire de Guy Robert, c'est de dire que telle personne a dit, telle personne a dit. Moi, je ne suis pas dans les on-dit. Si on veut parler de faits, nous parlons de la mort de Boga Doudou. Boga Doudou était ministre de l'Intérieur. Vos gens sont rentrés chez lui, l'ont tué. Personne n'en parle au RDR. Qui a commis ce meurtre? Et moi, ces gens de meurtres, je peux en citer. Des gendarmes ont été arrosés à Boaké. Dagrou a été tué dans la même période. Mais chaque fois que vous parlez de 2002, vous parlez de la mort de Guy Robert. Pourtant, le même jour, il y a des artistes qui ont été tués. Il y a des ministres de l'Intérieur qui ont été tués. Merci bien, M. Iwaipo. Très rapidement, parce qu'il parle de femmes légales et de copines de Laurent Gbagbo. Monsieur Iwaipo, il y a un temps qui est imparti. Monsieur Iwaipo, il y a un temps qui est imparti. Voilà, je crois qu'on va respecter le temps imparti. Je voudrais remercier tous ceux qui nous suivent ce soir. Sachez que le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est acquittement total de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ex-ministre Charles Blé Goudé et après. C'est de ça que nous parlons ce soir. Donc, tout à l'heure, nous allons ouvrir le micro de sorte à ce que tous ceux qui sont connectés
puissent vous poser directement leurs questions. Alors, M. Aïko, on a commencé avec vous. Que va-t-il se passer pour nos deux leaders politiques après cet acquittement? Je ne sais pas de quel leader politique vous parlez. Que va-t-il se passer au niveau de l'ex-président Laurent Gbagbo et de l'ex-ministre Charles Blé Goudé? Quelles sont les premières démarches à entreprendre? Quelles sont les procédures à entreprendre? De manière générale, voilà, selon vous, vous êtes pro-Gbagbo, que va-t-il se passer? Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, parce qu'en termes de titre, il n'y a pas d'ex. Jusqu'aujourd'hui, Houphouët-Boigny est décédé, mais on dit le président Houphouët-Boigny. Et donc, ceux qui ont été ministres il y a 30 ans, 40 ans, on dit toujours le ministre Akoto Yao. Donc, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé ont été acquittés et s'apprêtent à rentrer dans le pays. Il y a des gens qui disent avoir sauvé leur vie, mais tout le monde sait qu'ils brûlaient d'envie de tuer physiquement et politiquement le président Laurent Gbagbo. On a vu les vidéos, sont encore sur YouTube, des gens qui avaient perdu tout contrôle et qui étaient armés. N'eût été la vigilance de certains, ils l'auraient déjà assassiné. Nous disons merci à Dieu. Nous ne disons pas merci à des hommes. Et puis pas à Alassane Ouattara. C'est Dieu qui a sauvé la vie de Simone Gbagbo. Vous avez vu l'état dans lequel ils ont trimballé Simone Gbagbo. Elle-même a annoncé ici devant tout le monde qu'elle a échappé à des viols. Ça veut dire que les hommes de Ouattara ont essayé de violer Simone Gbagbo. Elle en a parlé, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le dit. Maintenant, si vous dites que Simone ment, bon, ça c'est votre problème. Mais nous savons que Simone, à 70 ans, ne peut pas mentir sur ces choses-là. Mais au-delà de ce que Simone a dit, si vous voulez, je vous montre les vidéos. Je vous montre les vidéos pour que vous voyez l'état dans lequel ils sont arrivés. Donc, s'ils ne les ont pas tués, ce n'est pas parce que quelqu'un les a protégés, ils brûlaient d'envie de le tuer. Il y a des vidéos même où les soldats le disent, on va te tuer aujourd'hui, toi là, on va te tuer aujourd'hui. Ils sont nombreux, on peut montrer. Mais comme ils ne sont pas honnêtes, ils ne reconnaîtront jamais la barbarie dont ils ont fait preuve dans cette période d'avril 2011. Je voudrais vous dire que le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé, malgré l'annonce de leur emprisonnement, parce que prétendu emprisonnement, 20 ans d'emprisonnement chacun, c'est le travail d'Alassane Ouattara. Il distribue 20 ans d'emprisonnement à ses opposants. Vous verrez que Charles Blé Goudé a 20 ans en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a 20 ans d'emprisonnement, Soro Diom a 20 ans d'emprisonnement. Voilà, il distribue des emprisonnements comme des bonbons. Donc, nous allons aller tracer. Peut-être meurt d'envie de savoir si Alassane Ouattara aura le toupet de mettre la main sur lui ou le mettre en prison encore pendant 20 ans. Et les Ivoiriens aussi meurent, les gores comme nous là. On meurt d'envie de voir si le RDR en est capable. Je pense que ce sera la fin du pouvoir Ouattara. Voilà, c'est cool. Voilà, monsieur Kokora, rebondissez sur la question. Que va-t-il se passer pour nos deux leaders? Et après, nous allons aussi permettre à tous ceux qui sont connectés maintenant, bien sûr, de pouvoir échanger avec vous, parce que l'émission de ce soir, c'était la première phase entre mes invités. La deuxième phase, c'est de pouvoir ouvrir le micro pour que vous puissiez échanger aussi avec tout ce monde-là qui nous suit maintenant. Je voudrais vous dire qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Voilà. Donc, le micro, M. Kokora, avant que vous ne preniez la parole, je voudrais demander à tous ceux qui nous suivent maintenant que le numéro d'appel sera affiché dans quelques secondes sur votre écran. Voilà, dans quelques secondes sur votre écran, le numéro d'appel sera affiché et c'est ce numéro-là qu'il faut appeler pour échanger avec mes invités de ce soir. M. Kokora, désolé de vous prendre votre temps, allez-y.
Ok, rapidement, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir parce que c'est très important que nos compatriotes puissent comprendre ce qui s'est passé dans notre pays, parce que c'est ce qu'on appelle les politiques de mémoire. Il faut un peuple qui oublie son passé est condamné à le revivre. Et c'est qui? Ok. Ça va? Ok, donc je disais que c'est ça la politique de mémoire. Il faut toujours rappeler ce qui s'est passé pour ne pas que les peuples donc soient amenés à les répéter. Et ce que j'ai dit par rapport à la mort du général Robert Guéhi, c'est pas des on-dit. La voix officielle, donc en 2002, au 19 septembre, c'était le Premier ministre et donc qui assumait d'abord l'intérim du président de la République qui était à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pas on-dit, c'est une voix officielle. Vous comprenez? Son chargé de communication, Alain Toussaint, donc qui ont accusé ouvertement, donc c'était des autorités. Donc c'est pas des on-dit, c'est pas les Ivoiriens donc qui n'ont aucune responsabilité et donc qui sont des cyberactivistes qui l'ont dit. Ce sont des autorités officielles. C'est le Premier ministre de Côte d'Ivoire donc qui a donné les détails de l'assassinat du général Robert Guéhi. Et donc, ce sont des faits historiques qui sont là, vous ne pouvez pas les nier. Et même la mort de Bogadoudou. Mais aujourd'hui, vous vous posez la question, M. Gbagbo a été pendant 10 ans au pouvoir, hein, M. Aïpo. Qu'est-ce qui empêchait M. Gbagbo de mettre en place donc, un dispositif pour enquêter sur la mort d'un ministre de la République qui a été lâchement assassiné chez lui? Nous voulons aussi en savoir pourquoi cela est arrivé. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Mais naturellement, parce que ce que vous ne dites pas aux gens, c'est que Bogadoudou était opposé à l'assassinat donc des leaders politiques, parce que le projet qui avait été mis en place par l'équipe de M. Gbagbo, c'était d'assassiner les leaders politiques de l'opposition. M. Bogadoudou était opposé. Voilà pourquoi vous l'avez fait assassiner pour mettre en œuvre votre projet. Et Lida Kwasi même a été accusé par le comité central du FBI, et il le dit dans son livre naturellement. Donc, vous pouvez dire toutes choses, mais les Ivoiriens savent ce qui s'est passé. Vous avez fait assassiner même le docteur Benoît qui vient du même village que Laurent Gbagbo, qui a été même son médecin. Et même son corps, les partisans de M. Gbagbo à Guagno ont refusé qu'on enterre dignement son corps. On a tous vécu cela, donc on ne peut pas traverser l'histoire récente de notre pays. Alors, il parle des tiers parce que M. Ouattara est dictateur, parce qu'il aurait nommé un tiers des sénateurs. Mais ce sont des éléments qui sont dans notre Constitution. Je vous invite à lire notre Constitution qui donne la possibilité au président de la République de nommer un tiers donc des sénateurs. Donc, ce n'est pas un acte de dictature. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? M. Laurent Gbagbo est totalement acquitté. M. Ouattara a déjà mis en place un dispositif pour que M. Laurent Gbagbo rentre dans son pays. Et voilà pourquoi il lui a donné 2 passeports. Quand on donne des passeports à quelqu'un, M. Germain, ce n'est pas pour aller quitter donc, Abobo pour aller à la rue Présence pour danser, mais c'est pour voyager. Donc, M. Ouattara, avant même la libération de M. Gbagbo, avait déjà mis en place un dispositif donc, pour que M. Gbagbo rentre, si son procès est terminé. Parce que c'est ce que nous avons dit. Nous avons donc dit qu'il faut que la procédure donc prenne fin. Une fois la procédure donc est terminée, M. Laurent Gbagbo pourra rentrer dans son pays. Et je crois que M. Gbagbo lui-même a déjà engagé des négociations avant même sa libération avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, paix à son âme qui n'est plus là. Donc, nos amis peuvent faire droit à leurs fantasmes, mais M. Ouattara est dans une disposition. S'il a libéré ceux qui étaient déjà en Côte d'Ivoire, les Mme Gbagbo et autres, mais ce n'est pas M. Gbagbo qui va rester à l'extérieur, alors qu'on sait le rôle détestable que Mme Simone Gbagbo a joué dans la crise post-électorale, et bien même avant. Et je vais terminer là-dessus rapidement pour dire que lorsque la dictature, c'est lorsque vous justifiez des actes tels que le viol. Vous êtes contre le viol. Je suis heureux que vous soyez contre le viol. Mais savez-vous ce que Mme Gbagbo a dit devant la journaliste donc Luce Epoté-Durand, lorsqu'on lui a posé la question qu'est-ce qu'elle pense donc du viol des femmes donc du RDR. Elle a dit elles l'ont mérité et amplement mérité. Donc comme tu parles de Dieu, je pense que nous au cours du débat on aura l'occasion de revenir dessus pour dire que lorsque vous posez un acte, cela peut se retourner contre vous pour que Dieu vous donne la leçon et que vous compreniez que vous n'êtes pas exempt de cette situation et vous devez faire attention à tous les actes qu'on pose dans la vie. Donc voilà un peu la réponse que je voulais donner à ça. Voilà. Monsieur Aïpo, allez-y, répondez, on vous donne le même nombre de temps. Oui, je voudrais merci, chers amis d'Ivoire TV, merci de suivre Ivoire TV ce soir, merci de suivre ce débat. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est acquittement total
du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Godé. Nous parlons de l'après et cette procédure d'acquittement. Je reçois bien sûr ce soir M. Yves Aipo, qui est pro-Gbagbo depuis l'Australie, et puis M. Koko Ranzi, qui est porte-parole du RHTP. Il vit en Arizona, et puis bien sûr ici aux États-Unis. M. Aipo, rapidement, quelque chose à dire avant que nous ne... Peut-être qu'on reçoive le premier appel, avant que le numéro soit affiché sur l'écran. Monsieur Kokora, nous pouvons te opposer, mais ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les mensonges. Il a passé 7 minutes à proférer des mensonges. J'ai relevé 3 mensonges essentiels. Gbagbo n'a pas fait d'enquête sur la mort de Bogadougou, parce que c'est Gbagbo même qui a tué son propre ministre de l'Intérieur. C'est un mensonge, cher ami, parce que Gbagbo n'a pas fait d'enquête sur tous les crimes qui ont été perpétrés par la rébellion en 2002. Oui, attendez s'il vous plaît, vous pouvez patienter. Permettez à M. Aipo de finir ses propos. Allez-y, M. Aipo. Les crimes qui ont été perpétrés en 2002 par vos hommes. Gbagbo n'a pas fait d'enquête parce que lui, il cherchait à réconcilier. Donc, on vous dit qu'il n'a pas fait d'enquête là. C'est devant vous en 2002. On est allé à Marcoussis, à Lomé, à Accra, à Accra 1, Accra 2, Accra 3, à Ouagadougou, pour faire la paix. Vous le savez. Donc, on n'a pas eu le temps de faire d'enquête parce qu'on cherchait à vous réconcilier. Le deuxième mensonge, très rapidement, c'est là qu'on dit que nommer un tiers du Sénat, c'est constitutionnel. Mais qui a écrit cette constitution? Qui est à l'initiative de cette constitution? C'est le même individu, Alassane Ouattara, qui a désiré créer une nouvelle constitution et créer une nouvelle république. C'est le même qui a proposé que lui, il nomme un tiers. Donc, on vous dit que c'est constitutionnel. Voilà, merci, M. Aipo. Merci, M. Aipo. Okay, allez-y, parce que le téléphone n'arrête pas de sonner. Vous aviez 1 minute 30 secondes, mais allez-y. Le troisième mensonge qui est très important à relever, il est très chanceux parce que vous essayez chaque fois que j'aurais relevé. Mais le troisième mensonge, c'est lorsqu'il dit que Simone Gbagbo, sur la question du viol, a dit qu'elle l'ont. Oui, vous patientez, M. Aipo, Presse va conclure cette propos. Ce n'est pas vrai. Je mets au défi, M. Kokora, parce que lorsque je parle, vous riez de votre sarcasme. Mais je tiens. Merci bien, M. Aipo. Je suis désolé, je suis obligé de vous arrêter, M. Aipo. M. Aipo, M. Aipo, je voudrais rétablir les principes de l'émission. M. Kokora allait au-delà de 1 minute 30 secondes. On voulait vous donner le même temps. Et pendant ce temps, on allait ouvrir le téléphone. Oui, bonsoir, monsieur. Est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Moi, vous pouvez vous présenter et puis rapidement votre question, s'il vous plaît. OK. Voilà. Vous pouvez vous présenter, vous appelez d'où et puis votre question. Vous appelez d'Italie. J'appelle de l'Italie. Allez-y, rapidement votre question pour les invités. Je n'ai pas une question à poser, mais j'aimerais que vos débatteurs puissent vraiment répondre aux questions de manière précise et concise. Parce que aller traîner sur le passé, ça ne sert à rien. On dit que Gbagbo a été acquitté. Ils voient le thème du débat, au lieu d'aller tourner. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Quand c'est comme ça, ça dégrade vraiment le débat actuel. Parce que nous, on veut avoir des informations, on veut avoir comment on appelle, un débat intelligent. Parce que ce qui se déroule maintenant, c'est n'est même pas intelligent. On ne doit pas aller dans le passé. Il faut passer au passé, au présent et à l'avenir. Merci, monsieur. Merci pour cette remarque. Merci, monsieur Ivoire TV. Nous allons prendre le prochain appel. En fait, il demande aux invités de ce soir de se focaliser dans le cadre du thème de ce soir. Voilà. Oui, bonsoir. Présentez-vous, vous appelez d'où? Quelle est votre question? Oui, allô? Oui, allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Vous présentez-vous? Je voudrais intervenir à la Oui, présentez-vous, vous appelez d'où? Et puis, s'il vous plaît, directement votre question. Ok. Moi, je suis monsieur Brissa Konaté. Alors, j'appelle depuis le Canada. Ok. Et donc, je suis avec beaucoup d'intérêt cette émission.
Et donc, moi, actuellement, ce que je vois, c'est que, effectivement, après l'acquittement, c'est de partir véritablement, bien entendu, à un apaisement. Alors, le président, ou du moins le RHDP aujourd'hui, ils sont peut-être en train de mettre en place un dispositif soit de vengeance, ou bien soit effectivement de rétablissement de Laurent Gbagbo. Et donc, je pense que tout le monde devrait mettre vraiment bas la terre. À commencer même, je dirais d'ailleurs, peut-être par le gouvernement, qui devrait aussi avoir une soif assez grande pour la réconciliation, mais aussi, bien entendu, pour le camp de Laurent Gbagbo et ses supporters, de mettre bas la terre pour pouvoir véritablement entrer dans le jeu politique de façon saine et de façon apaisée. Parce que si le débat est houleux, il est réchauffé comme ça, quand Gbagbo sera sur le terrain, ça sera encore difficile. Vous voyez, et donc, il y a un clan qui a peur de son retour, il y a un clan qui jubile. Il faut véritablement que la sagesse habite les cœurs des uns et des autres, de tout le monde, que véritablement la mère patrie, la Côte d'Ivoire, puisse se réconcilier. Voilà. Et donc, les discours que j'entends, bien entendu, de vos deux invités, ne sont pas des discours qui vont dans le sens de l'apaisement. Ils ne vont pas dans le sens, bien entendu, de la réconciliation. C'est vrai, Laurent Gbagbo a été quitté à la CPI. Bravo, mais ceux qui l'ont fait partir, peut-être ne peuvent ne pas être contents de cette posture. Donc, si nous en rajoutons sur le feu, Monsieur Konaté, nous sommes en train d'arranger les choses. Nous ne sommes pas en train de créer un climat de paix. Monsieur Konaté, voilà, merci de suivre. On donnerait Monsieur Konaté, Monsieur Konaté, merci. Nous sommes en politique, il faut savoir souvent raison garder, il faut savoir souvent faire profil bas. Voilà. Il faut savoir souvent. Merci beaucoup, Monsieur Konaté. Monsieur Konaté. Coupez-le. Voilà, oui, bonsoir. Je vous en prie, pour vous qui appelez, ce sont des questions que nous voulons. Voilà, vous avez 45 secondes pour votre intervention. Quelle est votre question? Présentez-vous, vous appelez d'où, et puis quelle est votre question directement aux invités? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, pouvez-vous présenter s'il vous plaît? Et puis vous appelez d'où? Quelle est votre question? Bonsoir, monsieur. Oui, présentez-vous directement votre question pour les invités. Alors? Oui, vous êtes en direct s'il vous plaît. Alors, vous m'entendez? Oui, on vous entend, vous êtes en direct. Présentez-vous, vous appelez d'où et quelle est votre question? D'abord, je voulais vous dire merci pour ce que vous avez mis en place. Merci. Ouais. Vous m'entendez? Oui, allez-y, vous êtes en direct. Voilà, la question que je voulais poser là, c'est ce qu'il dit. Parce que regarde, quand vous faites le débat comme ça, la fois, ça peut remonter les gens en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Lorsque M. Kokora, comme ça, dit que M. Gbagbo a deux femmes, il a une femme, il a une copine. Est-ce que vous avez une question spécifique? Oui, mais vous pouvez, parce que le téléphone n'arrête pas tout, on nous appelle de partout, on nous appelle de l'Italie, du Canada, de la France, de l'Angleterre, des États-Unis. On veut votre question, s'il vous plaît. Ok, voici ma question. Je voulais demander à M. Kokora. Monsieur Kokora, à l'écoute, il vous écoute. Voilà, je voulais lui demander, est-ce que lui pense que si Gbagbo ne voulait pas amnistier les rebelles, s'il n'avait pas accepté de faire la chose, le forum de la réconciliation, pour que M. Alassane Ouattara, M. Bédier puissent rentrer là, est-ce que Gbagbo ne serait pas encore actuellement au pouvoir? Voilà, merci bien, monsieur. C'est votre question. Merci, nous allons prendre le prochain appel. Je suis désolé, mais je crois que... Oui, bonsoir. Pouvez-vous présenter? Quelle est votre question, s'il vous plaît? Oui, allô? Allô? Ok, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. Alors, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Présentez-vous, vous appelez d'où? Et puis, s'il vous plaît, on voudrait des questions, pas de commentaires, pas de remarques. Nos autres invités sont assis depuis près de 10 minutes. Ils attendent des questions, mais c'est plutôt des remarques que nous recevons. Présentez-vous, vous appelez d'où et puis quelle est votre question? Je vous remercie. Je m'appelle Ismaël, j'appelle de Paris. Bonsoir, M. Ismaël. Quelle est votre question? Directement, s'il vous plaît. Alors, ma question est pour M. Aipo. Je voulais savoir, en son temps, le 19 septembre 2002,
le matin, Alain Toussaint disait que Guy Robert était attaqué la Côte d'Ivoire. Et après, le ministre de la Défense, Lida Kouassi, a eu aussi à dire que Guy attaquait la Côte d'Ivoire, donc il a été tué sur la route de la cathédrale. Après aussi, le premier ministre Afin Guessan et Yamoussoukro a eu à dire que Guy Robert partait faire une déclaration à la FKI, donc il a été tué, que c'est lui effectivement qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Donc, qui a vraiment tué Guy Robert? Je demande encore à M. Aipo, qui a vraiment tué Guy Robert? Parce que c'était sur la gouvernance de Gbagbo Laurent. Et ma dernière question, c'était de lui demander, sur la gouvernance de Ouattara, il n'y a pas eu de journalistes tués, alors que sur la gouvernance de Gbagbo Laurent, nous avons eu Guy André Kiffer qui a été tué, Jean Hélène qui a été tué, un comédien du nom de H qui a été tué, qui me disent aussi, sur la gouvernance de Ouattara, est-ce qu'il y a eu un journaliste tué ou un comédien tué? Voilà. C'est juste ça mes deux questions. Voilà, merci bien. Merci de votre compréhension et nous saluons tous ceux qui nous suivent maintenant et puis nous saluons tous ceux aussi qui nous posent directement les questions. Voilà. Oui. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Vous Bonjour. présentez-vous, vous appelez d'où et puis votre question s'il vous plaît. Ok, moi c'est Bruno Goli, j'appelle du Canada. Vous appelez du Canada, monsieur Bruno Goli. Votre question s'il vous plaît. Voilà, moi j'ai une préoccupation parce que vous laissez trop de temps au monsieur qui parle et qui dit tout ce qu'il est dans le passé. Mais il ne faudrait pas que vous ne voulez pas que les gens parlent de ce problème. Vous êtes en train de biaiser le débat. Mais c'est dans ma préoccupation, d'abord, c'est... On a dit au début qu'on pouvait faire la réconciliation sans Gbagbo. Je veux savoir l'état des lieux de la réconciliation aujourd'hui. C'est toute ma question. Voilà. Merci de la remarque. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons permettre à nos invités de réagir sur toutes ces remarques, toutes ces questions qui ont été posées. Voilà, nous allons arrêter. Ça devient beaucoup. Oui, allô? Oui, allô, voilà. Ça prend plus de temps, tu vois. Oui, alors qu'on a vous vous présentez, s'il vous plaît. Allô? Vous vous présentez, vous appelez d'où et puis quelle est votre question? Oui, vous êtes en direct. Allô? Oui, on vous entend, vous êtes en direct. Je vous entends très mal. Bon, voilà. Allô? Bon, voilà. Monsieur Aipo, il y a eu des remarques, il y a eu des questions. Voilà, pour rebondir sur tout ce qui a été dit tout à l'heure de la part de nos auditeurs. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous me posez toujours les premières questions, donnant la possibilité à mon débatteur de pouvoir réagir sur mes propos. Je voudrais que pour la première fois, on donne le trait à M. Kokora, de sorte à ce qu'on puisse entendre ce qu'ils disent. Et si je dois réagir, je vais réagir aussi. À toutes vos émissions, c'est à moi que vous posez les premières questions et il répond toujours. Si le débat est sali, c'est à cause de M. Kokora. C'est lui qui a été le premier. Moi, quand vous m'avez demandé qu'est-ce que vous pensez de la libération de Gbagbo, j'ai dit que c'est une énorme joie partagée par la majorité des Ivoiriens. Lorsque lui, il a parlé, il a dit que, écoutez, là où le président Laurent Gbagbo a arraché la vie à des Ivoiriens, M. Ouattara, lui, il lui a donné la vie. C'est lui qui a commencé ce sale débat dans lequel nous sommes. Et on ne peut pas se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Donc, donnez-lui la parole. D'ailleurs, ok, moi, je n'ai aucun problème. Je peux prendre la parole avant lui. Il n'y a pas de souci. Voilà, si ça peut l'arranger et arranger. Monsieur Kokora, je pense. Monsieur Kokora, non, moi, j'ai aucun problème. Parce que, voilà, si vous ne lui permettez pas, donc je réagisse avant, lui va penser que le débat est biaisé, alors qu'il n'a aucun argument. Et, bon, donc je n'ai aucun problème à commencer ou à terminer. Alors, ce que je vais dire d'abord sur les interventions avant de répondre à leurs interventions. Ça va, comme ça? Ok, donc,
il a dit beaucoup de choses. En fait, et je comprends leur position. Vous savez, il dit que je fais un sale débat. Non, moi, je ne suis pas dans l'émotion, il faut sortir de l'émotion. Ce sont des faits donc historiques. Et pourquoi certains Ivoiriens ne voudraient pas qu'on revienne sur des faits similaires, faire un paralogisme? Parce qu'on aurait pu faire la même chose que M. Laurent Gbagbo a fait à Gueye, à Gbagbo. Donc, l'état des droits que nous voulons construire, c'est cela. Et comme on l'a dit, l'exception, ce n'est pas la justice. Mais l'exception, c'est l'exécution extrajudiciaire. Et nous sommes heureux. Est-ce que vous pouvez me laisser terminer, cher ami? Ce que vous avez dit. Je suis votre débatteur. Vous avez refusé de prendre la parole. Maintenant, je prends la parole. Vous continuez, c'est tout. Ce n'est pas un paralogisme. Non, non, ce n'est pas vous qui posez les questions, chers amis. OK? Si vous voulez vous transformer en journaliste, je pourrais vous les... Monsieur, je ne fais plus de débat. Je veux comprendre ce que vous dites. Monsieur, il parle de paralogisme. Voilà. Je crois qu'il y a un passage que vous n'avez pas saisi. Monsieur Kokora, allez-y. Non, il demande la définition du paralogisme. Le paralogisme, nous ne sommes pas là. S'il ne connaît pas la définition après l'émission, il pourra donc revoir les définitions de Google comme il en a l'habitude. Mais je dis, nous essayons de faire un paralogisme entre ce qui s'est passé en 2002 et ce qui s'est passé en 2011. Pour que ceux qui veulent faire la politique demain comprennent que lorsque vous êtes en position de force, vous ne devez pas utiliser votre force pour exécuter votre adversaire. Et c'est ce que M. Ouattara a fait. M. Ouattara, un homme soucieux donc de l'état de droit, a garanti à M. Laurent Gbagbo donc un procès équitable et indépendant, ce qui lui permet aujourd'hui d'être en liberté. Et je comprends et j'ai dit, je suis sensible à la joie donc de nos amis. Parce que n'importe qui, dans cette situation, naturellement va être heureux. Et j'ai dit que la décision qui est tombée donc, au niveau de la Cour pénale internationale, nous en avons pris acte. Nous ne sommes pas contre. Et M. Ouattara est dans les... J'ai dit, M. Ouattara a déjà donné 2 passeports à M. Gbagbo. Mais quand on donne 2 passeports à quelqu'un, ça pour faire quoi? Mais c'est pour voyager. Et avant même cette décision, M. Gbagbo a engagé ses émissaires auprès du gouvernement pour qu'il y ait une discussion et faciliter son arrivée. Est-ce que les Ivoiriens, oui ou non, ont vu cela? Voilà le débat. Maintenant, on me dit que je rentre dans l'histoire. Non, mais comme je l'ai dit, c'est ça ce qu'on appelle la politique des mémoires. Un peuple doit toujours se souvenir de son passé et ne pas être condamné à le répéter. Et ça, je souhaiterais que tous les Ivoiriens et nous, jeunes, nous puissions l'inscrire dans notre mémoire et ne pas répéter les mêmes bêtises. Parce que ce qui s'est passé dans notre pays, et M. Aipo dit que M. Gbagbo n'a pas à refuser de faire des procès et des enquêtes, mais moi, je ne connais pas un état de droit où des assassinats des plus importants, tels que des ministres de la République, des présidents de la République, toute sa famille donc décimée, et il n'y a aucune enquête sous prétexte qu'on a engagé des discussions à Accra 1 et à Accra 2. Non, ce n'est pas l'état de droit. Les discussions donc politiques ne peuvent pas interdire des enquêtes pour situer ne serait-ce que la responsabilité individuelle des uns et des autres. C'est ça la constitution d'un état de droit. Vous comprenez? Donc, j'essaie de faire cette pédagogie beaucoup plus simplifiée pour vous permettre de comprendre. Donc, moi, je n'ai aucun problème avec la libération de Gbagbo. L'état de quelqu'un qui a posé la question sur la réconciliation. Mais la réconciliation en marche en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez un monsieur comme Afingissa, qui traitait M. Ouattara de Hitler, et qu'aujourd'hui, c'est lui qui le représente partout, dans des grandes cérémonies à l'international, mais c'est ça le sens de la réconciliation. Mais en même temps, nous voulons inviter nos amis, donc surtout les Gore, les pro-Gbagbo, à avoir le discours de la réconciliation, parce que tout à l'heure, M. Aipo a dit que ça sera la fin de M. Ouattara, ça sera la fin de son régime, alors que c'est M. Ouattara, vous l'accusez d'avoir envoyé M. Gbagbo à la CPI. Mais il a fait 2 mandats à la CPI. Et donc, l'arrogance ne peut pas arranger les choses. Quand vous avez le discours d'un type nazi, donc de M. Lida Kwasi, est-ce que vous pensez que c'est ça le sens de la réconciliation? Nous souhaitons qu'en tant qu'Ivoiriens, nous puissions tous avoir un discours conciliant, un discours de réconciliation et pas de menace. Parce que tout à l'heure, il a menacé le pouvoir de Ouattara et que si on met la main sur Gbagbo, ça sera la fin du pouvoir de M. Laurent Gbagbo. Mais vous étiez en Côte d'Ivoire lorsqu'on a mis Gbagbo dans un avion pour aller à la CPI. Mais on n'a pas vu on ne vous a pas vu bouger. Donc, vous pouvez rester derrière un téléphone pour menacer, mais la réalité en Côte d'Ivoire est tout autre. Merci. Monsieur Aipo, voilà, tous ceux qui nous suivent ont dit tout à l'heure votre réaction.
aussi votre réaction par rapport à ce que M. Kokora vient de dire. Je vais répondre. Nous étions tous en Côte d'Ivoire lorsqu'ils ont pris le président Laurent Gbagbo et qu'ils l'ont envoyé à La Haye. Oui, c'est vrai. C'est pas un scoop. C'est vrai. Nous avons vu comment le 11 avril s'est passé. Nous avons vu toutes les armées de Côte d'Ivoire se liguer contre une seule personne. Nous avons vu tout le monde accuser le président Laurent Gbagbo. Tout le monde a souhaité qu'il soit à la Haye. Avec le président Laurent Gbagbo, il y avait deux possibilités, soit la mort, soit la CPI. Il a vaincu la mort, il a vaincu la CPI. Il est vivant aujourd'hui. Donc, quand vous dites qu'on a envoyé le président Laurent Gbagbo et qu'on n'a rien fait. Ah, écoutez, les Ivoiriens sont morts massivement. Vos hommes ont arrosé des Ivoiriens devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Non, ça ne s'est pas passé facilement, chers amis. De la façon dont vous parlez, vous faites comme si on a pris Gbagbo comme un moins que rien. Non, les Ivoiriens sont allés les mains nues devant la résidence du président Laurent Gbagbo pour vous empêcher de faire ce que vous avez fait. Tout ce que vous avez fait, c'est que vous leur avez marché dessus. Et c'est ce que vous faites jusqu'aujourd'hui. Lorsque les Ivoiriens ont dit non au troisième mandat, qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas discuté avec eux. Il y en a un qui a eu la tête tranchée. Et vous me parlez des camarades H. Vous me dites que des journalistes sont morts lorsque le président Laurent Gbagbo était en fonction. Et ça, ce sont des affirmations. Un journaliste est mort, Jean-Hélène est mort, Guy-André Kiefer est mort. OK, mais il y a eu une affaire qui a été jugée. Pourquoi vous n'en parlez pas? Pourquoi vous ne rentrez pas dans le détail? Dans cette émission, on ne peut même pas rentrer dans le détail. Parce que moi, j'ai envie de rentrer dans le détail. Bon, on ne rentre pas. On dit des choses et puis on avance. Non. Il y a des affaires. Mais quand moi, je peux parler de la mort de ce jeune homme dont la tête a été tranchée, il y a des photos, il y a des vidéos qui montrent que ce sont les hommes du RHDP qui sont venus empêcher un homme de pouvoir protester contre le troisième mandat. Ceux qui étaient dans les rues et qui ont été machetés, ils sont nombreux. Depuis que Ouattara est au pouvoir, en 2015, il a organisé sa réélection. Des gens sont morts. En 2020, des gens sont morts. Il y a eu des centaines de morts. Mais il ne parle jamais de ça. Il parle de Guy Robert. Mais Guy Robert, chers amis, Guy Robert, ce n'est pas ceux dont vous avez parlé là, Alain Toussaint et consorts, ce n'est pas eux qui ont annoncé que Guy Robert était parmi les rebelles. Vous avez parlé de paralogisme tout à l'heure. Vous ne savez même pas que c'est un mot qui n'existe pas. À votre âge, c'est des mots qui n'existent pas. Hein? Et puis vous voulez me corriger. Moi, je parle correctement. Hein? OK. Donc, je dis que Guy Robert, c'est France. Ce sont les radios françaises, RFI, qui a annoncé que nous venons d'apercevoir Guy Robert sur le terrain avec les rebelles. C'est eux qui ont annoncé. Donc, écoutez, monsieur, si ce n'est pas possible de discuter, oui. moi, je vais arrêter cette émission et ce sera la dernière fois que je vienne parler ici. Parce que tout à l'heure, lorsque je l'ai interpellé sur le paralogisme, vous ne m'avez pas laissé lui demander. Et chaque fois que je parle, il est en train de tituler. Et moi, pardon? Oui, monsieur Hippo, allez-y, bouclez vos propos et puis on va prendre la prochaine vague d'appel. Il n'y a pas de problème. Moi, je peux couper. C'est lui qui continue chaque fois que vous l'arrêtez. Moi, je peux couper. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que... Monsieur Hippo, allez-y, finissez vos propos et puis on va prendre la prochaine vague d'appel. Débatteur,
Monsieur Kokora, vous permettez à monsieur Aipo de finir sa pensée, s'il vous plaît? Je n'ai rien dit. Monsieur Aipo. Allez-y, monsieur Aipo. Lorsque j'interpelle mon débatteur sur des faux mots qu'il utilise, on vous dit non. Et lorsque je parle, il rigole pour essayer de m'interrompre. Donc, vous devez intervenir aussi. Je viens de demander à M. Kokora, de vous permettre de pouvoir vous exprimer. Donc, je dis en substance, et pour conclure, qu'il parle de certains individus qui auraient été tués sans en apporter une seule vidéo, pareil que ce qu'ils ont fait à La Haye, sans en apporter une seule photo, sans en apporter une seule preuve. Par contre, ils ne diront pas qu'Alassane Ouattara a donné l'ordre de mettre fin au règne des IB. Ou bien ça encore, c'est Laurent Gbagbo depuis Korogo qui a fait tuer IB. Comme d'habitude, on les connaît. Même aujourd'hui, le RDR ne reconnaît même pas avoir été aux côtés de la rébellion. Non, on les connaît. Ce sont des menteurs nés. Et nous le savons. Voilà, merci beaucoup, M. Aipo, pour tous ceux qui nous suivent ce soir. Sachez que le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'acquittement total du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Et la question qu'on se pose, c'est « et après ?» Pour répondre à cette question « et après », nous recevons en direct. Ouais, on va prendre une prochaine vague d'appels. Si nous recevons en direct ce soir, Monsieur Yves Aipo. Il est pro-Gbagbo, M. Yves Aipo vit en Australie. Et puis avec je pense que, M. Germain, je voulais faire un point. Je pense qu'on a beaucoup à dire. Donc, permettez qu'on s'exprime et que les auditeurs aussi, je crois, attendent parce que, voilà, parce que ça n'a pas de sens que ça se transforme en débat. Monsieur Kokora, ouais. La prochaine question que je voudrais vous poser, voilà. C'est tout à l'heure, M. Aipo, dans ses propos, l'a dit, ce sont les procédures engagées en Côte d'Ivoire contre ces deux personnalités. Alors, est-ce qu'on pourrait déjà parler d'une éventuelle amnistie présidentielle? Écoutez, le président l'a déjà dit, voilà pourquoi je voulais inviter nos amis à garder le calme, à ne pas rentrer donc, dans cette hystérie ou bien dans des démonstrations hyperboliques. Ils font du bruit pour rien. Vous vous rappelez, lorsqu'il a fait sa demande donc, de passeport, ils ont fait tellement de bruit que le président, pour finir, leur a donné 2 passeports. Le président l'a déjà dit. Il a dit clairement dans n'importe quelle occasion que lorsque le procès va s'achever et que M. Laurent Gbagbo, dans le cas de figure où il est acquitté, mais le président prendra des actes. S'il a fait pour Mme Gbagbo qui était condamnée à 20 ans, et qui a pris une amnistie donc, pour mettre en place un système pour qui aujourd'hui participe à la vie politique. Mais pourquoi ferait-il le contraire pour M. Gbagbo? Et vous avez vu à la télévision nationale les émissaires de M. Gbagbo rencontrer le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Mais donc, il n'y a aucun souci là-dessus. Voilà, je peux même vous dire, vous faire des confidences qu'aujourd'hui, il y a un dispositif qui a été mis en place par le président ivoirien pour que M. Laurent Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et je pense que M. Charles Blé Goudé, donc qui était lui aussi dans une forme d'arrogance, a compris que l'arrogance n'arrange pas les choses. Il a demandé pardon au peuple de Côte d'Ivoire. Il a demandé aux autorités donc, de lui permettre de rentrer dans son pays. Mais M. Ouattara ne restera pas insensible donc, à l'appel de son fils donc, Blé Goudé. Parce que tous les Ivoiriens sont les fils de M. Ouattara, puisqu'il est le président de la République de Côte d'Ivoire. Et donc, là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, ce que je voulais dire à mon ami et chef frère Aipo, donc de sortir donc, de cette forme de vouloir faire croire que nous sommes à un coup donc, de grammaire ou bien de français. Non, ce n'est pas le sens du débat. Les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Le parallélisme dont je parle est une doctrine. Et il faut lire. Attendez, s'il vous plaît. Monsieur Aipo, vous permettez. Vous avez demandé quelque chose, je vous réponds. Donc, calmez-vous. Calmez-vous, sortez de l'émotion, cher ami. Voilà, je vais vous... Si vous n'avez pas entendu... Comment? Je ne suis pas ému. Voilà, donc laissez-moi terminer. Après, vous aurez la parole de dire ce que j'ai dit est faux ou vrai. Tout ce que j'ai demandé, c'est... Laisse-moi terminer. J'ai dit le parallélisme dont il fait cas est une doctrine. Et je t'invite à lire Platon, donc, qui est l'auteur, le philosophe le plus
le plus célèbre en ce qui concerne donc la dualité donc du monde, c'est-à-dire le monde sensible et le monde intelligible. Donc, si tu te réfères à cela, tu vas voir qu'il a développé donc cette terminologie dans ce qu'il a appelé donc les prisonniers donc de la caverne. Et donc, si tu lis beaucoup, si tu lis cela, non, si tu t'informes et si tu te cultives, tu vas voir que c'est vrai ce que j'ai dit. Et donc, le débat n'est pas les terminologies. Ce que je dis est réel. M. Ouattara a mis en place donc un état de droit qui a permis à M. Laurent Gbagbo d'être jugé et donc d'être acquitté aujourd'hui au point où ses partisans sont heureux. Et nous sommes sensibles à leur joie. Nous disons la même chose doit être donnée dans le futur. Lorsqu'un autre président sera là, s'il y a une situation difficile dans notre pays et qu'on aboutit à ce genre de situation, alors que la possibilité soit donnée aussi à cette personne donc qu'elle puisse s'exprimer devant un tribunal indépendant et que s'il est innocent, il soit libéré comme M. Gbagbo l'a été, et s'il est coupable, qu'il soit condamné. Je vais te laisser moi dire un mot sur ce qu'il a dit sur les crises en Côte d'Ivoire. C'est ça la responsabilité d'un État. Dans un pays, il n'y a pas absence de crise. Et en 2020, nous avons vu ce que tu décris. Mais il y a une enquête qui est en cours. Les responsables supposés, j'ai dit, parce que nous ne faisons pas d'accusation comme vous voyez, voilà, c'est lui là qui a tué, là, sans responsabilité et sans enquête. Non, nous, c'est pas ça. Une enquête est en cours pour situer les responsabilités sur ce qui s'est passé donc en 2020. Et au bout de l'enquête, tout le monde sera situé qui a tranché la tête de qui a coupé des arbres, qui a fait quoi, qui a fait ceci, qui a fait cela. On verra, c'est ça un état de droit. Et c'est la leçon que je voulais que les Ivoiriens retiennent. L'état de droit, ce n'est pas l'absence de justice. On peut accuser n'importe qui de n'importe quoi, mais la responsabilité de l'État, c'est de mettre en place le mécanisme qui permet d'identifier les responsables. Et c'est ce que M. Laurent Gbagbo de 2000 à 2011 n'a pas fait et a refusé de faire. Pourtant, il y a eu des milliers de morts. Il nous parle de la rébellion. Mais pourquoi M. Gbagbo n'a pas mené une enquête sur la rébellion pour saboter les responsabilités? Il est allé dans les mêmes accusations farfelues en disant que M. Ouattara était l'auteur du coup d'État de 99, il était le responsable de la rébellion. Mais dans le débat, il avait promis, donc dire aux yeux des Ivoiriens que M. Ouattara avait preuve à l'appui, parce qu'il a dit les preuves sur Abondel, mais lors du débat, revisionnez les débats, il est venu avec encore des coupures de journaux. On ne gère pas un État sur cette base. La responsabilité d'un président, c'est de situer les responsabilités lorsqu'il y a des crises dans le pays et ne pas faire des affirmations gratuites comme vous le faites avec M. Laurent Gbagbo. Ouais. Voilà, monsieur Aipo, la question que je posais, c'est que tout à l'heure. Vous voulez parler pendant 5 minutes, c'est ce que vous voulez dire? Qui vient de parler? Monsieur Aipo, la question que je posais tout à l'heure, c'est que au départ de cette émission, dans vos propos, vous avez parlé des poursuites judiciaires de la Côte d'Ivoire contre le président Gbagbo et de son ministre Blé Goudé. Est-ce qu'on pourrait s'attendre à une amnistie présidentielle? C'est une très très bonne question. C'est vraiment dommage qu'il se soit perdu dans des élucubrations. Il parle des prisonniers de la caverne en parlant de Platon. Moi, je peux vous enseigner Platon, cher ami. Il parle du mythe de la caverne. Le mythe de la caverne. Je peux vous dire c'est dans quel livre je peux pour le mythe de la caverne. Bon, malheureusement, on n'a pas le temps. Monsieur Kokora, il faut qu'on s'appelle pour que je vous forme. Vous parlez paralogisme ou bien de quoi vous parlez? Dualité de monde, monde intelligible, monde sensible et tout ce qui s'ensuit. Vous perdez, cher ami. Hein? Voilà. Mais on va en rediscuter une autre fois. Cher ami, le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé n'ont jamais fait la mendicité à Ouattara pour pouvoir entrer en Côte d'Ivoire. Vous les avez condamnés à 20 ans et puis ils disent donnez-nous nos passeports, on va aller en Côte d'Ivoire. Je vous mets au défi de publier ici des documents qui montrent que le président ou bien le ministre Charles Blé Goudé demande pardon à Ouattara pour entrer. Monsieur Kokora, vous permettez? J'avais dit que Charles Blé Goudé
a laissé son arrogance de côté, est en train de demander et certainement M. Ouattara va accepter sa main tendue. C'est ce que vous avez dit ici. Vous ne savez même pas ce que vous avez dit. C'est vraiment dommage. Je tiens à vous dire que nous rentrons en Côte d'Ivoire sur le ton de l'autorité. Ce n'est pas sur le ton des quémandes. Nous ne quémandons pas le droit de rentrer en Côte d'Ivoire. Le président est libéré. Il rentre chez lui. Maintenant, on me parle d'amnistie, on me parle de ceci. Le président n'en a rien à faire. S'il veut, il prend une loi d'amnistie. S'il veut, il ne le fait pas. Mais une chose est sûre, le président ne retournera pas en prison. C'est Ouattara même qui s'est mis dans des problèmes en faisant juger par contumace le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Parce qu'ils ont tellement de haine qu'ils poursuivent des gens avec, même quand les gens ne sont pas là. Et il appelle ça état de droit. Mais vous vous moquez de vous-même, cher ami. Vous vous moquez de votre Côte d'Ivoire dictatoriale que vous dirigez. Ce n'est pas ça l'état de droit. On ne poursuit pas des gens et on ne fait pas des procès dans leur dos. Et après, on dit, on va donner amnistie. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. C'est vous qui avez condamné. Vous allez trouver le moyen. Vous allez vous débrouiller pour enlever cette sanction avant qu'il ne rentre. Parce que vous-même, vous savez que d'un point de vue pratique, ce n'est pas possible. Gbagbo, Laurent, Charles Blé Goudé ne peuvent pas faire 10 ans en prison. Ils vont venir, vous allez les reprendre pour les mettre en prison. Vous pensez que ce sont des animaux, tous ceux que vous mettez en prison là? Quoi, Justin, en 2011, vous l'avez mis en prison, vous l'avez libéré, vous l'avez repris encore récemment à la faveur du 3e mandat pour le remettre en prison. Et jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est en prison. Alain Lobognon est en prison. Et cette dame, cette belle dame, son malheur, c'est d'avoir dit « Je suis contre le 3e mandat. Nous allons nous mobiliser, nous les femmes, pour aller. » Elle s'appelle Puchéri Bali. Elle est en prison à l'heure où je vous parle. Pour eux, c'est un jeu. Ils jouent avec la vie des gens. Et ils ont des représentants ici qui viennent dire « Oh, vous savez, si on l'a fait pour Simone Gbagbo, mais il fallait citer aussi les autres. Si on a fait aussi pour comme qui encore, tous ceux que vous avez emprisonnés, Akembo que vous avez mis, vous avez relâché, le fils du président Laurent Gbagbo que vous avez mis en prison, que vous avez relâché, et tout ce monde que vous avez mis en prison, depuis que vous êtes là, tous les professeurs d'université sont devenus des prisonniers. C'est vraiment une honte pour l'Afrique. Le RDR est une honte pour l'Afrique. Mais ne vous en faites pas. Dans quelques années, toute l'Afrique sera informée de tout ce que vous avez fait aux Ivoiriens pendant 10 ans, pendant 15 ans, et que vous cherchez à faire pendant 20 ans. Ne vous en faites pas. Les gens seront informés, bien informés. Parce que nous sommes là. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Et nous allons rappeler tout ce que vous faites aux Ivoiriens. Moi, j'ai fini. Monsieur Kokora, le président Gbagbo a été acquitté de toutes les charges. Le ministre Blé Goudé a été acquitté de toutes les charges. Quand on parle des charges, on évoque aussi le cas de 3000 personnes décédées en Côte d'Ivoire, 3000 morts en Côte d'Ivoire. Alors, au soir de cette émission, je voudrais vous poser la question. Qui en est responsable? Ok, merci pour cette question que naturellement tous les Ivoiriens donc, se posent et tous les observateurs au niveau donc, international. Ok. Et donc, c'est une bonne question. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais inviter le jeune frère Aipo donc, à s'informer et à ne pas faire seulement des vidéos. Je l'invite à regarder la dernière intervention de M. Blé Goudé sur France 24. Il a dit clairement qu'il demandait pardon au peuple de Côte d'Ivoire pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il aurait fait. Il demande aux autorités donc de les laisser rentrer. Et le journaliste lui a posé la question, vous parlez aussi pour le président Laurent Gbagbo. Il a dit, oui, effectivement,
Je ne suis pas le porte-parole du président Laurent Gbagbo, mais nous sommes liés. Et donc, nous demandons aux autorités ivoiriennes donc, de mettre tout en œuvre pour que nous puissions rentrer en Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes déconnectés. Vous savez, il y a une chose qui est importante. La prison, et voilà pourquoi son nom, c'est un lieu de correction. Et c'est le lieu par excellence du désenvoûtement. Et de vous emmener à faire une introspection et rétro-inspection. Et je pense que quand vous regardez l'attitude de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé, mais ils ne sont pas dans la même posture que vous. Vous comprenez? Ils ont compris que les 10 années passées donc, à la CPI leur ont permis donc, de pouvoir réfléchir autrement et ne pas être dans la même posture que vous. C'est-à-dire une posture donc, de conciliation et de reconnaissance des fautes qu'ils ont commises. Et j'ose espérer que voilà le rôle important que M. Laurent Gbagbo va jouer lorsqu'il va rentrer, ça va lui donner la paix. Voilà pourquoi je pense que c'est une divinité qui a permis que M. Laurent Gbagbo soit acquitté, qu'il arrive en Côte d'Ivoire pour essayer de rééduquer ses partisans, comme les Haïpo, dont ils sont dans une arrogance donc, inacceptable. Vous comprenez? Il dit que M. Gbagbo va rentrer sous le ton de l'autorité, alors qu'ils savent très bien que le monsieur n'a aucune possibilité de rentrer sous un ton d'autorité. Parce que je vous rappelle que M. Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il avait l'armée, il avait les supplétifs libériens, il avait la FESI, il avait tout cet armada, mais il n'a pas pu s'imposer. Voilà la réalité que vous devez accepter. C'est une évidence donc, que vous devez admettre. C'est vrai que souvent, on ne peut pas admettre des évidences, mais je vous invite à admettre cette évidence que M. Laurent Gbagbo ne peut pas s'imposer à l'État de Côte d'Ivoire. Et je crois que lui-même, il a compris. Voilà pourquoi il a mis donc en place avec des émissaires pour discuter avec le gouvernement pour qu'il rentre. Maintenant, vous pouvez faire droit à votre fantasme sur les réseaux sociaux pour penser que vous êtes garçon, alors que vous-même, ça fait près de combien d'années vous ne pouvez pas rentrer en Côte d'Ivoire, alors que vos amis rentrent. Bon, je ne sais pas pourquoi vous êtes encore là-bas, mais si vous êtes assez garçon et menacez des gens, mais rentrez au pays, c'est tellement simple. Et dites ce que vous êtes en train de dire. Donc, je dis, les 3000 morts dont vous avez parlé, pour nous, la responsabilité incombe à M. Laurent Gbagbo. Parce qu'au soir du 28 novembre 2010, M. Laurent Gbagbo n'avait pas à s'opposer au vertu des urnes. Le monde entier a reconnu qu'il a perdu les élections. Ses propres partisans sont revenus donc se repentir et reconnaître que M. Laurent Gbagbo avait perdu les élections. Et il était même prêt à reconnaître sa défaite. Malheureusement, et voilà pourquoi aujourd'hui il ne veut plus parler avec sa femme. Parce qu'il s'est rendu compte que cette dame de fer l'a conduit dans des erreurs. Parce qu'il voulait reconnaître sa défaite à la dernière minute. Les gens l'en ont empêché. Les déclarations des Sembles africains et autres sont là. Madou Koulibaly lui dit à satiété, il n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un cyberactiviste comme Yves Aipo. Mais il a dit, lorsque le 28 novembre, après les élections, ils se sont réunis. Il a dit à ses camarades du FPI, les gars, reconstituons-nous en un parti politique de l'opposition pour contrer donc, le pouvoir en place. Et de ne pas donc, couper les résultats du Nord et déclarer M. Laurent Gbagbo vainqueur. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ah, mais Mugabe fait ça chaque jour et il n'y a aucun problème. Il leur a dit, chers amis, tant que nous sommes adossés donc, à la loi, moi je suis à l'aise. Mais là où nous allons trop loin. Et donc, si M. Laurent Gbagbo avait reconnu sa défaite au soir des élections, mais une mouche même n'aurait pas été tuée. Vous comprenez? Et donc, cela doit être une leçon pour tous ceux qui veulent faire de la politique. Lorsque vous perdez une élection, il est totalement inadmissible de conduire votre peuple donc, en guerre. M. Laurent Gbagbo n'a pas compris cela. Et heureusement que Dieu lui a donné la possibilité donc, de réparer donc, les torts commis. Et je pense qu'il va mettre à profit cette possibilité donc, de réparer ce qu'il a fait, donc commis comme tort en Côte d'Ivoire, et essentiellement rééduquer ses partisans, dont ils sont dans une arrogance totalement inacceptable comme les Haïpo. Et vous voyez sur la toile, donc comme je l'ai dit, la bataille des jupons donc, entre ces deux femmes. Est-ce que, honnêtement, l'Ivoirien veut voir une autre Côte d'Ivoire où on enseigne des valeurs, du respect donc, des femmes, donc des anciens présidents, où nous voulons enseigner des valeurs où on fait voler les caleçons donc des dames respectables sur la toile. Voilà le rôle que M. Laurent Gbagbo va jouer. Et donc, pour la responsabilité des 3000 morts, M. Laurent Gbagbo n'avait pas à s'opposer donc, au verdict des urnes. C'est du passé. La Côte d'Ivoire avance depuis 2011 sur la base de la réconciliation. Et nous voulons que M. Laurent Gbagbo saisisse cette opportunité pour s'inscrire dans la paix. Et je crois que l'individu, quand on le regarde, il a cette démarche. Il veut véritablement
contribuer à la réconciliation et nous lui souhaitons donc bon vent. Monsieur Aipo, rebondissez sur la question. Post-électorale, le président Laurent Gbagbo et tous ses collaborateurs ont été mis aux arrêts par les forces rebelles d'Alassane Ouattara et les forces onusiennes ainsi que les forces françaises. Donc, quand monsieur dit que si on est fort, pourquoi on n'a pas fait ceci, pourquoi on n'a pas fait cela, il sait très bien qui étaient les forces en présence en 2011. Donc, nous, on reconnaît qu'on a perdu la guerre et que vous étiez plus fort que nous, plus brutal que nous, plus sauvage que nous. Nous le savons. Vous étiez forts. Voilà, parce que vous étiez nombreux. Mais Laurent Gbagbo a gagné les élections. Parce que vous disiez tout à l'heure, quand nous avons commencé le débat, vous disiez que si Alassane Ouattara a aujourd'hui le pouvoir de nommer un tiers du Sénat, c'est bien parce que c'est constitutionnel. C'est vous qui disiez ça, M. Kokora. Mais quand il s'agit de Laurent Gbagbo, vous ne parlez pas de la Constitution, parce que c'est la Constitution qui dit que le Conseil constitutionnel donne des résultats définitifs. Et le Conseil constitutionnel a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur des élections. Qu'est-ce que vous en faites, cher ami? Vous n'en parlez pas. On revient au 3 000. Vous dites que le président Laurent Gbagbo est responsable. Mais c'est bien pour cela qu'il est allé à la Haye. Et malheureusement, M. Kokora, qui a toutes les informations, n'est pas allé témoigner pour que le président Laurent Gbagbo soit retenu comme responsable. Même Alassane Ouattara n'a pas pu envoyer ses cadres les plus informés pour qu'ils aillent convaincre le juge Kouno, Tachisseur, pour que Laurent Gbagbo soit retenu comme coupable. Ils sont tous restés à Abidjan, en train de bouffer l'argent du pays, de piller les ressources de la Côte d'Ivoire, de les vendre à l'étranger. Et aujourd'hui, ils disent que Gbagbo est responsable. Non, Gbagbo n'est pas responsable. Vous l'avez envoyé à la CPI. Ils ont pris tout le temps pour éplucher tous les dossiers. Vous avez parlé d'obus qui auraient terrassé des femmes à Bobo. Vous avez parlé de manifestations sur la RTI. Toutes ces choses, les gens ont pris le soin. Ils ont épluché détail par détail. Ils ont même envoyé des experts pour faire des balistiques, pour faire des autopsies. Ils ont passé tout en revue. Tout a été publié aux yeux du monde. Et le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Et vous venez là, vous des petites gens, vous venez, vous dites que non, il est responsable quand même. Non. Vous savez pourquoi ils disent qu'il est responsable? C'est parce qu'ils refusent, comme d'habitude, d'admettre que c'est eux qui ont perpétré des crimes en Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo disait, c'est ceux qui ont perdu les élections qui ont sémé le trouble. Vous voyez que le président Laurent Gbagbo avait raison. Ils ont perdu les élections. Ils ont donc fait des troubles. Sinon, tous ceux qui ont été tués à Diokwe, la première invitation sur un plateau TV de Ouattara en France, c'était sur un plateau de France 24. Je peux vous montrer les images. On lui a demandé, Monsieur Ouattara, il y a eu un grand massacre dans l'ouest du pays. Est-ce qu'il y a une enquête? Monsieur Ouattara a dit la justice fait son travail. Mais ça, c'était en 2010. Nous sommes en 2021, 11 ans plus tard. On n'a pas encore trouvé les responsables des choses, de ces crimes. Et ils sont là. Oh, vous savez, la justice fait son travail. La justice fait son travail. Et ce sera comme ça jusqu'à ce qu'ils partent. On ne saura jamais quels sont ceux qui ont perpétré les massacres de Diokwe, le massacre du quartier de Carrefour, alors qu'on a trouvé des puits remplis de cadavres de ouè.
Et ils sont là. La justice fait son travail. Et c'est la même chose qu'ils font pour le jeune dont la tête a été coupée. Ils disent la même chose. La justice fait son travail. Un jour, on va savoir qui a coupé la tête de ce jeune. C'est comme ça qu'ils font au RDR. C'est vraiment malheureux. Mais nous savons ce qui se passe. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Moi, je m'arrête là. Oh, vous savez, moi, je m'arrête là. Voilà, merci de suivre Voilà, merci de suivre TV. Monsieur Kokora, au nom de la direction d'Ivoire TV, vous avez toujours répondu à l'appel à chaque fois qu'on vous a toujours invité sur notre plateau pour débattre, aussi bien que M. Yves Aipo. Au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier, M. Yves Aipo, depuis l'Australie. Je sais qu'il est matin chez vous. Il est déjà lundi là-bas. M. Kokora, il est 8 h du matin ou 9 h du matin en Australie. M. Kokora, vous, il est l'après-midi en Arizona. Au nom de la direction d'Ivoire TV, je voudrais vous remercier. Et je voudrais aussi présenter toutes mes excuses à tous ceux qui ont essayé de nous appeler pour intervenir. Mais sachez que c'est sur la demande des invités que nous n'avons plus pris de coup de fil parce qu'ils avaient beaucoup à dire. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Alors, M. Kokora, là, voilà. Monsieur Kokora, est-ce que le retour des autorités du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé pourrait véritablement contribuer à la réconciliation des fils de la Côte d'Ivoire? Écoutez, M. Germain, je pense que la réconciliation est en marche depuis 2011. Et si la Côte d'Ivoire est en paix aujourd'hui, c'est parce que tous les mécanismes ont été mis en place pour que nous puissions vivre dans un pays véritablement réconcilié. Et les actes pour que nous puissions nous réconcilier ont été posés par le président Ouattara et son gouvernement. Rappelez-vous qu'au soir de la crise post-électorale, on avait près de 300 000 donc, de nos compatriotes qui étaient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et qui étaient exilés. Beaucoup, près de 95% ou 98% donc, de nos compatriotes sont rentrés et les plus célèbres sont là. Tous les ministres de M. Laurent Gbagbo, à l'exception de Katinan Koné, mais aujourd'hui, tous les anciens ministres de M. Laurent Gbagbo, aucun n'est en exil. Voilà. D'autres sont aujourd'hui là-bas parce qu'ils ont dû se remarier là-bas ou bien ils ont eu des emplois tels que Aouado Melo qui est conseiller donc, du président guinéen, mais il n'est pas en exil. Les Aipo qui sont en Europe, mais ils ne sont pas en exil. Les Steve Biko sont rentrés en Côte d'Ivoire. Tous les ministres de M. Laurent Gbagbo sont rentrés en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce qu'il y a un climat de paix, un climat de réconciliation qui a été mis en place. Et notre difficulté aujourd'hui, c'est que nos amis, donc partisans de Laurent Gbagbo, refusent d'aller à la réconciliation. Et nous pensons que la libération de M. Laurent Gbagbo sera une occasion pour lui d'appeler ses amis et ses partisans à s'inscrire donc dans le volet de la réconciliation. Parce que voilà des éléments précis sur lesquels nous tablons pour dire que cela ne veut pas aller à la réconciliation. Écoutez simplement le discours de Lida Kwasi. Dans un état de droit, dans une nation, mais c'est un discours de type ségrégation. Et c'est un discours qui fait froid dans le dos. Et lorsque même le premier acquittement partiel de M. Laurent Gbagbo a été annoncé, mais vous avez entendu tous les discours de ses partisans. M. Laurent Gbagbo a été libéré, on va tuer les Djoula. On a tous entendu cela. M. Lida Kwasi, l'un des responsables donc, du parti, a dit, lorsque le 6 va devenir 9, c'est là que vous allez voir. Mais ils continuent dans leur arrogance et dans la menace. Et là, donc, nous estimons que M. Laurent Gbagbo, donc, qui a mis en place ce monstre donc, qui représente ses partisans, ces gens donc, qui sont prisonniers de la haine, il va venir en Côte d'Ivoire et il va les rééduquer. Nous espérons cela et qu'il mette à profit donc, sa liberté à régler donc, le problème. Non seulement, comme je l'ai dit, parce que pour qu'il y ait une réconciliation, il faut que M. Gbagbo même arrive à réconcilier ses propres partisans. Parce qu'aujourd'hui, regardez son parti. Il ne parle même plus à Finguessan. Et on ne peut pas estimer aller à une réconciliation nationale tant qu'on n'arrive même pas à réconcilier ses propres partisans. Et comme je l'ai dit, regardez même sa vie de famille. Je m'excuse de le dire, mais c'est un débat public qu'eux-mêmes ils ont mis sur la toile. Je suis désolé de le dire, et nous sommes maîtres de voir ce genre de débat se mener sur la toile publique, sur la toile, alors que c'est des débats privés. Mais malheureusement, il y a une division totale en son propre sein. Donc, avant même de parler de réconciliation nationale, M. Laurent Gbagbo doit d'abord réconcilier sa famille politique et sa famille biologique pour que véritablement, il y ait un vent de réconciliation,
et une énergie de réconciliation en leur propre sein pour qu'ils embrassent la réconciliation nationale. Et donc, les 10 ans passés à la CPI, donc, qui est l'équivalent donc, des 10 ans passés au pouvoir, j'ose espérer que M. Laurent Gbagbo et M. Blé Goudé ont mis cela à profit et réfléchi sur l'avenir qu'ils veulent donner à leur propre parti politique et quel est le rôle qu'ils veulent jouer. Nous osons souhaiter que M. Laurent Gbagbo donc, joue un rôle de réconciliation et qu'il y ait véritablement un apaisement total et définitif dans notre pays, parce que nous sommes engagés sur la voie de la réconciliation. Parce que, imaginez, voyez une chose, lorsque ils étaient au pouvoir, ils n'ont même pas donné la possibilité que le corps de la mère de M. Ouattara puisse se reposer en paix. Ils ont déterré le corps de la femme de la maman du monsieur et l'ont traîné sur des mètres après quelques jours d'enterrement. Mais lorsque la mère de M. Laurent Gbagbo est décédée, même quand elle était malade, qu'elle devait rentrer en Côte d'Ivoire, et que nous avons été informés, mais l'État de Côte d'Ivoire a mis en place donc des moyens pour que M. Gbagbo, la maman de M. Gbagbo puisse être soignante. Ils ont refusé. Et lorsqu'elle est décédée, l'État de Côte d'Ivoire a contribué activement à l'organisation des funérailles. Et tout dernièrement, vous avez vu Mme Kandia Camara, responsable donc, du RHDP, qui, de passage donc, dans le village de la maman de M. Gbagbo, allait déposer une gerbe de fleurs donc, sur la tombe de la mère de M. Gbagbo. Ce sont des actes donc qu'on pose pour aller à la réconciliation. La réconciliation, ce n'est pas le discours, c'est le comportement, ce sont les actes qu'on pose au quotidien. Et nous osons donc espérer que M. Gbagbo va donc donner ce message, ce discours de paix et de réconciliation à ses partisans pour que les gens comme les Haïpo sortent de l'arrogance et donc de la défiance et des menaces pour dire que la Côte d'Ivoire n'en a plus besoin. Nous devons aller à la réconciliation véritable et ils doivent décider de rentrer définitivement dans le processus de réconciliation pour que notre pays sorte définitivement des zones de turbulence et que le développement enclenché par le président Ouattara puisse être profitable à tous les Ivoiriens sans discrétion aucune. Monsieur Haïpo, rebondissez sur la question. Wow. Monsieur Kokora, c'est vraiment un phénomène. Hein? C'est un phénomène. Bon, lui, il estime que la réconciliation est enclenchée en Côte d'Ivoire. C'est vraiment dommage. Parce que moi, je prends ici même votre télévision à témoin. Allez sur votre live et lisez, ce ne serait-ce que les commentaires. Vous verrez, pendant que certains m'insultent, même jusqu'à parler de mes reins, de dire que j'ai des reins qui ont lâché, des choses comme ça. Tout ça, c'est sur votre live vous-même, où les gens se livrent à des insultes. Et on estime que ça, c'est une Côte d'Ivoire réconciliée. C'est dommage. Et puis, il y a une chose qu'il a dite, et pour la première fois, je suis d'accord avec Okora. La seule chose qu'il a dite qui est juste, c'est que la réconciliation, ce n'est pas dans la parole, dans le discours, mais c'est dans les actes. Alors, si tel est le cas, regardons un peu la situation actuelle. Les pro-Soros sont en prison. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une information publique. Il y a des FPI, nombreux des FPI qui sont en prison. Des gens de la société civile sont en prison. Des camarades du PDCI sont en prison et en exil. Des camarades du FPI sont en exil. Soro Guillaume lui-même, on ne sait plus quand il va rentrer. En tout cas, tant que Ouattara est au pouvoir, on ne sait plus quand il va rentrer. Et ils disent que, bon, les bras droits, les amis de Soro Guillaume, même ceux qui étaient députés sont en prison à l'heure où je vous parle. Et il estime que la Côte d'Ivoire est en bonne marche de réconciliation. Et il estime que les actes que Ouattara pose là sont des actes de réconciliation. Le président Laurent Gbagbo lui-même sort d'un procès, on dit il y a 20 ans qu'il t'attend. Ça aussi, c'est un acte de réconciliation. Blé Goudé sort d'un procès, on dit il y a 20 ans qu'il t'attend. Ça aussi, c'est un acte de réconciliation. Et il prend des hommes, il dit oui,
il y a telle personne qui est rentrée, telle personne qui est rentrée, et il fabrique un chiffre pour dire 98% des réfugiés sont rentrés. Ah! Mais le RDR, c'est le poison de l'Afrique. Je ne dis pas de la Côte d'Ivoire. Le RDR, c'est le poison de l'Afrique. Parce que ces gens-là, ils savent très bien le nombre de réfugiés qu'il y a sur le camp d'Ampin au Ghana, sur le camp de Djokrom au Ghana, sur le camp de Fandenta, sur le camp de... Je peux dire le nom des camps des réfugiés. Ils ne s'est jamais rendus là-bas. Ils sont, je ne dis pas qu'ils sont des centaines, ils sont des milliers d'Ivoiriens, des enfants qui sont sur des camps, qui sont nés sur des camps. Et il dit que 98% des réfugiés sont rentrés. Ils sont en exil. Serge Kassi, Annie Tchele, Billy, Gadi Seli, et je peux citer encore et encore, qui sont encore dans Paris là, des gens qui sont en Belgique, des gens qui sont aux États-Unis, ils sont en exil à cause de Ouattara. Et il dit il y a la réconciliation. La réconciliation pour eux, tant qu'ils sont au pouvoir, c'est la réconciliation. Voilà ce qui signifie la réconciliation pour le RDR. Le RDR peut mettre tous les partis politiques en prison et estimer qu'on est réconcilié. C'est comme ça ils sont. Vous ne connaissez pas la plaie que représente le RDR. Vous ne les connaissez pas. Mais vous allez connaître leur visage entre 2021 et 2025. Vous allez voir qu'ils vont emprisonner. Et quand ils parlaient d'émergence, ils ne parlaient pas de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Ils parlaient de l'émergence des prisons. Et c'est ce que vous pouvez constater. Moi, tout ce que je peux vous demander, parce qu'ils disent que nous, on menace, mais nous, on n'a pas d'armes pour menacer Ouattara. On n'a pas d'armes pour menacer le pouvoir. Nous, on ne peut qu'utiliser notre bouche. Et ça les dérange. Il dit que le 6 va devenir 9 est une menace. Non. Ça veut dire que quand la situation va se renverser, c'est juste pour vous expliquer que ce que vous faites subir aux Ivoiriens, là, quand la situation va se renverser, ce ne sera pas bien pour vous. C'est pourquoi on vous appelle. C'est pourquoi on vous appelle à traiter les Ivoiriens comme des êtres humains, de sorte à ce qu'on puisse avoir une paix durable. Sinon, si on doit continuer à mettre en prison nos adversaires, imaginez-vous, Gbagbo rentre demain et que vous fassiez exécuter votre peine de 20 ans d'emprisonnement. Vous pensez que ça là, les Ivoiriens seront heureux avec, ils vont continuer de bien vivre avec vous? Mais vous n'avez pas honte, chers amis. Laurent Gbagbo va quitter en prison à La Haye. Il va aller en Côte d'Ivoire, il sera en prison encore. Et puis vous serez heureux dans ce pays. C'est malheureux. Je ne sais pas c'est quelle conception de la politique que vous avez. C'est malheureux, chers amis. Voilà, merci beaucoup. Merci, M. Kokora. Merci, M. Aipo. M. Kokora, votre mot de fin. Voilà, M. Kokora, aujourd'hui, je suppose que vous êtes en face de M. Gbagbo. Vous êtes en train d'avoir une conversation avec M. Gbagbo. Que vous lui diriez-vous? Écoutez, si j'avais la possibilité d'être en face de M. Laurent Gbagbo, je lui aurais simplement demandé quel est son... Voilà. Je lui aurais demandé tout simplement de remercier son frère, le président Alassane Ouattara, d'abord, d'avoir pas fait comme lui, d'en avoir pas fait. Monsieur Aipo, vous permettez? Monsieur Aipo, tout à l'heure, vous faisiez la remarque à Monsieur Kokora, vous permettez? Non, en fait, ça fait rire, désolé, ça fait juste... Alors, quand il va arrêter donc ces enfantillages, je peux continuer parce que... Allez-y.
Je ne sais pas pourquoi il rit. Je ne sais pas quelle est la faute de grand-mère. Parce qu'il il a ce... Il ne savait pas où est la faute. C'est vraiment terrible. Quoi. De n'avoir pas fait. De n'avoir pas fait. Où est la faute? Parce que tu as dit. Non, parce que de n'avoir pas fait. S'il vous plaît, nous sommes pas. Non, je ne sais pas. C'est pas si tu as un coup de grand-mère. Moi, je ne. Tu sais, cher ami, ça c'est des détails. Tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est l'acquittement du président Gbagbo. Voilà. Il est dans son enfantillage. En train de. J'ai dit de n'avoir pas fait. Donc, quand tu vas prendre la parole, tu vas me dire où j'ai fait la faute. Mais tout à l'heure, moi, je ne remarque pas ces choses parce que tu as dit, par exemple, écoute-moi s'il te plaît, cher ami, arrête de bruit inutilement, ok? Sois sage, parce que quand on voit ton aspect... Oui, nous sommes au soir de cette émission. Non, je finis rapidement. C'est une émission qui s'est bien déroulée. Voilà. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas élégant, ce n'est pas respectable donc, de se mettre dans cette posture. Mais je comprends, quand vous voyez son aspect, quelqu'un qui a plus de 30 ans et qui a une casquette renversée, ça montre l'adolescence dans l'esprit, dans le physique, ils sont adultes, mais dans l'esprit, ils sont encore adolescents. Et c'est malheureux. Donc, de constater cela, mais nous devons faire avec. Tout à l'heure, en parlant de 20 ans, tu as dit 2 fois, il y a 20 ans qu'il attend. Il y a 20 ans qu'il attend. Alors que tu devais mettre au pluriel. Mais moi, je n'ai pas remarqué cela parce que les auditeurs n'ont pas besoin de ça. Ils ont besoin des arguments sérieux. Ils ont besoin de nos avis sur des questions importantes. Et donc, il faut sortir de ces enfantillage en voulant relever ceci, cela, alors que c'est totalement faux. Arrête de parler quand je parle, s'il te plaît. Alors, ça, ce n'est pas une bonne éducation, cher ami. Monsieur Aipo, je pense que c'est le principe de l'émission. Voilà, c'est le principe de l'émission. Voilà. Et je pense que vous avez beaucoup à faire. Et voilà pourquoi je dirais à M. Laurent Gbagbo, si je suis en face de lui, de faire en sorte de donner une bonne éducation à sa jeunesse et à ses partisans. Parce que ce que nous observons, même comme je l'ai dit, et je vais le relever, et je suis maître de voir que les Iva Ipo et autres se mettent dans une bataille dont qui concerne la famille de M. Laurent Gbagbo en ce qui concerne sa femme et sa copine. Mais ce n'est pas acceptable. Et donc, pour ne serait-ce que ça, je souhaite que M. Laurent Gbagbo, s'il était en face de lui, de faire en sorte de donner une éducation de base à sa jeunesse. Et que la Côte d'Ivoire que nous voulons construire n'a pas besoin d'un tel comportement. Nous devons vendre des valeurs, nous devons porter des valeurs, et des valeurs d'idées, de construction d'une vraie nation, mais pas de la bassesse, du merconisme comme nous voyons sur la toile. Et vous avez des hommes très, très célèbres sur la toile qui sont qui font la promotion de ces valeurs, telles que vous voyez les propos de Sylvie Biko, donc de la Mauritanie, d'Alain Zaté, d'autres personnes, mais qui sont des gens qui se réclament de M. Laurent Gbagbo. Mais il doit mettre à profit cette situation de liberté pour régler ces problèmes au sein de sa famille politique et même de sa façon biologique. Donc, voilà ce que je pourrais dire à M. Laurent Gbagbo et dire aussi à mon frère Iva Ipo que la réconciliation, ce n'est pas l'absence de justice. M. Guillaume Soro est poursuivi parce qu'on sait, il peut être innocenté, mais nous voulons que, et comme Blake Blay même l'a souhaité, que celui qui ne se reproche rien soit face à la justice. C'est ce que nous disons. Maintenant, si vous êtes libéré, mais vous êtes libéré comme M. Gbagbo l'a été. Donc, la réconciliation n'a rien à voir avec les histoires de celui-là en prison. Ce n'est pas parce qu'on est dans un processus de réconciliation qu'on va casser toutes les prisons donc, du pays. Et je voudrais que cela soit dans ta tête. Mais ce que nous dénonçons, c'est de tuer des gens comme M. Laurent Gbagbo et sa clique. Donc, on passait tout le temps à le faire lorsqu'ils étaient au pouvoir. Et pour les politiques de mémoire, les Ivoiriens doivent retenir que lorsque, pour Thésée Sarah, ma conclusion, lorsqu'on vous reproche des choses, on doit vous permettre, vous donner la chance donc, de vous prononcer devant un tribunal dans lequel vos droits les plus élémentaires sont garantis. Et je pense que c'est ce que M. Ouattara a donné comme leçon au monde entier. Et je pense que ça va faire tâche d'huile pour que désormais, nous n'arrivions pas à une situation d'exécution extrajudiciaire comme on a connu pour le général Robert Guéhi, paix à son âme, et toute sa famille, et tous ces anonymes donc, qui ont été assassinés sous le régime de M. Laurent Gbagbo, et où il a poussé le cynisme jusqu'à les traiter de petits marginaux. Nous pensons que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. Nous voulons construire un état de droit, et c'est l'état de droit doit s'amarrer solidement des valeurs d'humanité. Donc, merci à Ivoire TV de m'avoir invité. Ce fut un plaisir d'avoir un débat et d'échanger avec le frère Iva Ipo, même si je lui reproche donc beaucoup de choses. Merci. Monsieur Iva Ipo, vous êtes assis en face du président Alassane. Vous êtes assis en face du président Alassane, président Alassane Ouattara.
Voilà, qu'est-ce que vous êtes assis en face du président Ado, qu'est-ce que vous allez lui dire, et puis bien sûr, subir de votre mot de fin. Monsieur Okora a mentionné plusieurs fois la situation maritale de M. Laurent Gbagbo. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'en aucun moment, au cours de ces débats, du début jusqu'à la fin, vous avez posé une question sur la situation maritale du président Laurent Gbagbo. Ou bien je me trompe. On a posé toutes sortes de questions ici, mais en aucun moment on a parlé de avec qui le président vit. Mais vous voyez que dans toutes ces réponses, il n'a passé le temps qu'à parler de la vie conjugale du président Laurent Gbagbo, ce qui montre que lui-même est petit d'esprit. C'est ça le problème. Parce que nous sommes dans un débat politique. Et il ramène des débats de ce genre. Et c'est vraiment dommage. On parle de réconciliation, il parle de Guy Robert. Guy Robert est décédé en 2011. La réconciliation dont nous parlons, on parle de 2021. Les prisonniers politiques dont j'ai parlé, ça c'est 2021. Les réfugiés politiques dont je parle, les camps de réfugiés que j'ai mentionnés ici, ça c'est 2021. Vous parlez de 2011. Ah non, pour y finir. Parce que c'est l'énergie du désespoir. C'est l'énergie du désespoir. Quand on n'a rien à dire, on est obligé d'aller chercher des choses dans les profondeurs abyssales du passé. Ah oui, Gbagbo a fait ça, Gbagbo a fait ceci. Ok, qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire? Libérez les prisonniers politiques, faites rentrer les réfugiés et vous verrez, laissez le président Laurent Gbagbo une bonne fois pour toutes tranquille, laissez sa famille politique tranquille et vous verrez qu'il y aura un début de réconciliation. J'étais en face du président de M. Alassane Ouattara, c'est ce que j'allais dire. J'allais lui dire tout simplement, cher monsieur, vous savez, il y a des pas qu'on peut poser et qui peuvent tranquilliser les Ivoiriens. Nous, entre nous, Ivoiriens, on s'aime très fort. Et c'est vraiment dommage que depuis l'avènement de la rébellion, il y ait autant de divisions. Moi, quand je vois le nombre de nordistes qui m'insultent ici, ça me fait pitié. Parce qu'ils ont l'impression que insulter Yves Aïpo, c'est insulter Laurent Gbagbo. Ou bien, tu vois, c'est vraiment, ça fait pitié. Après avoir attaqué le pays, aujourd'hui, ils sont déversés sur les réseaux sociaux à la recherche des pro-Gbagbo pour les insulter. Ça fait pitié. Moi, je ne vais même pas sur leur page. Je ne les regarde même pas. Il y a un certain Nadi Shérif, je ne le regarde pas. Ils sont nombreux comme ça, je ne vais pas sur les pages, mais ils sont toujours chez moi. Aujourd'hui, ils sont là, si vous les comptez, Diarasuba, Bamba Moussa, etc., Moussa Silla, etc., tous en train de m'insulter. Mais malgré ça, il dit que c'est la réconciliation. Hein? Celui qui est là, Okora, lui il dit que ça, c'est la réconciliation. Ça fait pitié. Donc, le jour où ils vont comprendre véritablement ce que c'est que la réconciliation, vous verrez que peut-être qu'on va faire des pas en avant. Mais pour l'instant, la situation dans laquelle nous sommes présentement, c'est une situation dont moi je ne suis pas fier. Je ne peux même pas parler de la Côte d'Ivoire à des amis ici en Australie, à des Chinois, à des Fidjiens. Je ne peux pas. Je suis obligé de me taire, de faire motus, bouche cousue. Mon dernier mot, ce sont des mots de remerciement
ce sont des mots d'encouragement aussi à l'endroit du président Laurent Gbagbo, parce que ce n'est pas facile de traverser ce qu'il traverse avec l'arrivée de Ouattara en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas facile. Depuis que Ouattara est là, le président Laurent Gbagbo a subi des vertes et des pas mûres. Toute sa famille, Simone Gbagbo, les enfants du président Laurent Gbagbo, etc., etc. C'est vraiment très difficile pour toute famille. Donc, tout ce que je demande que les Ivoiriens qui aiment Laurent Gbagbo, qu'ils s'arment de courage, nous allons y arriver. Un jour, on sera de retour en Côte d'Ivoire. Un jour, le président Laurent Gbagbo et nous, et tout le reste des Ivoiriens, nous serons en pleine harmonie. Et c'est tout ce que nous espérons. Voilà, merci. Merci d'avoir suivi ce débat ce soir. Débat entre M. Yves Raipo Gbagbo, résident en Australie, et M. Kokoranzi, responsable du RHTP, porte-parole du RHTP section USA, il vit en Arizona. Donc, c'était ce débat. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'était acquittement total du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé et après. Nous en avons parlé. C'est vrai que par moment, nous sommes sortis un peu de ce cadre. Mais c'est ça, comme j'ai l'habitude de vous le dire, le principe, l'idéologie d'Ivoire TV ici, c'est de mettre les enfants de la Côte d'Ivoire ensemble pour que nous puissions nous parler, nous puissions échanger. À notre niveau, nous essayons aussi de prôner la réconciliation et d'amener les enfants de la Côte d'Ivoire à échanger. Puisque, après tout, nous coupissons tous sous le même drapeau, orange, blanc, vert. Nous chantons tous l'hymne national, l'abidjanaise de Côte d'Ivoire et nous avons un seul pays, la Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi ce débat. Merci à tous ceux qui étaient connectés aujourd'hui. Je voudrais, à mon nom personnel, au nom de la direction d'Ivoire TV, présenter toutes mes excuses parce qu'on a ouvert le téléphone, on devait aller pour une autre vague d'appels. Mais vous, comme vous l'avez constaté, c'est sur la demande des invités de ce soir voilà, que nous avons pardon, voilà, ok. Bon, la régie me fait dire que... Allez, bonsoir, merci d'avoir suivi cette émission. C'était Jean-Marie Kwasi. Et puis, Monsieur Kokora, comme d'habitude, est-ce que vous allez revenir sur Ivoire TV? Oh, vous savez que lorsque le temps me permet, je suis toujours là pour apporter ma contribution au débat politique et en fonction de ma petite expérience, essayer donc de changer les paradigmes dans notre pays à travers ce genre d'échanges et de débats que je trouve fraternels et qui doivent donc se perpétrer. Donc, je serai là chaque fois que vous me ferez signe. Merci. Monsieur Yves Raipo. Oh, moi, je suis toujours disponible pour le combat. Chaque fois qu'il s'agit de parler de la Côte d'Ivoire, je ne regarde pas l'heure. Voilà, merci. Voilà, merci, bonsoir. Bonsoir chez vous. Et puis merci à tous ceux qui étaient connectés ce soir. Nous prenons rendez-vous pour la prochaine. Bonsoir. Ivoire TV. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.